Je vais enchaîner donc sur la deuxième question qui était posée de cette manière. Les associations ont un meilleur rôle à jouer dans la société, mais avec quelle utilité sociale? Alors tout d'abord, je vais faire référence à des images qui ont été utilisées en plénière dès l'ouverture par Jacques Delors, en formulant l'utilité sociale imagée par le fait que les associations ont un rôle historique dans le fait de combler les trous du gruyère. Puis en plénière ont été cités leur rôle citoyen, d'être toujours dans les interstices pour les associations et l'économie sociale, de créer des ponts, d'inventer des réponses en étant devant sur le terrain. Elles sont réactives face aux besoins. Nous pouvons aussi relever que la Commission européenne aujourd'hui a décidé de mettre en place un groupe de travail sur la mesure de l'impact social, et c'est une très bonne nouvelle. Cette vision de l'utilité sociale des associations, de l'économie sociale n'est pas nouvelle, mais alors ce qui est ressorti d'une manière extrêmement forte à ce congrès-là, particulièrement, ce qui est ressorti de manière très différente aussi, c'est la façon de s'organiser pour la rendre lisible ensemble. Alors je vais illustrer cela par 4 points qui me sont parus extrêmement forts. Très bref, tout d'abord en termes de stratégie, la co-construction est revenue de manière récurrente. Il revient constamment cette nécessité de sortir des dispositifs cloisonnés, on l'a évoqué à l'instant, verticaux, qui étouffent l'adaptation, la souplesse. Et comme l'évaluation des besoins menés par les politiques publiques reste dans la seule enceinte de leurs compétences verticales, elle ne se nourrit que de leur propre vision en termes de compétences et de financement. Ainsi, on ne voit plus l'essentiel, c'est-à-dire la très grande partie des personnes qui ne peuvent plus accéder aux dispositifs, c'est-à-dire l'accès à la santé, au logement, au travail. Stratégiquement, il y a urgence à résister à cette verticalité des politiques publiques, de proposer d'autres formes de co-construction de ces politiques, du niveau national jusqu'au niveau local. Il ne faut plus se contenter d'intervenir dans la réparation, mais bien de bousculer une approche plus globale de la solidarité, qui reste, comme l'a rappelé Robert Laffort, un système d'organisation, de droits et de devoirs pour vivre en société, cette société qui n'existe que du fait de l'interdépendance de ses membres. Le deuxième point fort, qui est ressorti d'une manière aussi récurrente des ateliers, c'est la transformation très rapide de la place qu'occupent les usagers et qui s'est opérée ces dernières années. En fait, on ne parle presque plus de la place des usagers en tant que telle, mais on parle beaucoup plus de la participation effective. Une participation qui se veut ne pas être ciblée, comme visant à faire exprimer une expertise du vécu dans une catégorie, c'est-à-dire personnes handicapées, malades, personnes âgées, exclues, mais tout simplement à permettre l'expression et la participation de personnes fragilisées à un moment donné ou en permanence en tant que citoyens. L'association en ce domaine est un vecteur essentiel de cette reconnaissance de la citoyenneté des personnes qui croisent son chemin. Et en fait, on revient à des choses simples, basiques, dans un système très complexe, en partant du réel potentiel d'invention et d'innovation sociale des associations et de l'économie sociale, pour des réponses qui deviennent alors évidentes, fortement inclusives et très souvent moins coûteuses que les réponses organisées dans des systèmes cloisonnés. Troisième point de cette synthèse de ce qui est ressorti des ateliers, c'est la coopération de projet. La coopération de projet est entre acteurs de l'économie sociale. Le constat est bien que l'économie sociale dont les associations font partie invente au local la cohésion sociale. Mais il faut aussi, entre acteurs, dépasser un certain nombre de cloisonnements qui freinent, voire empêchent la capacité de générer une approche différente de l'intérêt général. L'engagement associatif est certes fondé sur un engagement individuel et la vision collective et globale avec une participation démocratique est parfois difficile. Je retraduirai une expression que j'ai entendue dans un atelier qui résume aussi un peu de manière provocante une partie des freins à ce décloisonnement. Il faut dépasser l'ego de certains présidents et l'isolationnisme organisationnel de certains directeurs. Et moi, je rajoute que ça peut être réciproque. Mais malheureusement, cette coopération stratégique est en marche. Heureusement, cette coopération stratégique est en marche, à plusieurs vitesses bien sûr, mais génère déjà des perspectives intéressantes pour l'avenir. Par exemple, face aux appels à projets, outils de mise en concurrence qui posent finalement aujourd'hui plus de problèmes par la pauvreté en nombre et en inventivité au sein des cahiers des charges, la coopération de projet en amont des appels à projets est un des moyens de résister et de porter des actions innovantes auprès des pouvoirs publics.
Ainsi, la coopération autour d'un projet co-construit entre les acteurs sur la base de la participation, des besoins non fragmentés et le tout dans une forme de résistance au cloisonnement des dispositifs, génère de l'invention et de l'innovation sociale qui reste une des réalités d'utilité sociale. Quatrième point et dernier, point qui m'est apparu plutôt émergent et certainement à travailler d'une manière beaucoup plus importante pour l'avenir et qui est celui de la notion d'efficience des financements publics au regard de la pérennité des actions et la notion de qualité au regard de la durée d'intervention. C'est sans aucun tabou ni complexe que nous pouvons affirmer qu'un euro investi dans l'économie sociale, dont les associations, y compris dans le financement de leur recherche et développement, bénéficie d'un effet levier et d'un retour sur investissement considérable, tout simplement du fait de l'absence de lucrativité et du principe pour les associations de dévolution qui ne permet pas de plier bagage lors que l'action n'est plus lucrative. Et cela devrait être de plus en plus pris en compte et d'une manière très transparente dans l'analyse des appels à projets, appels d'offres ou toute forme de marché de commande publique, car le citoyen n'acceptera plus, en de telles périodes de crise, que ces aspects ne soient pas mesurés avant l'engagement de la dépense publique. Il faut revoir la notion de temps, la durée de la politique publique, la durée du financement, basée sur l'annualité budgétaire. Ce ne sont plus des mesures de temps adaptées à celles nécessaires pour mesurer l'efficacité de l'action et sa pérennité. Cela nous semble être une belle voie d'avenir pour travailler plus fortement dans un prochain congrès et qui consisterait à s'intéresser à l'évaluation de la qualité des actions en prenant en compte cette mesure du temps, car l'utilité sociale ne se mesure pas en annualité. Merci.